Merci, cher maître, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs et les directrices, Mesdames et Messieurs. 1823, château d'Arenenberg. La reine Hortense reçoit le mémorial de Sainte-Hélène qui vient tout juste d'être publié et qui est le grand événement éditorial du moment. Elle en entame aussitôt la lecture avec son fils cadet, Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, âgé alors de 15 ans, dont elle a la garde et qu'elle élève dans le culte de l'empereur. Cela n'est guère étonnant de la part de celle qui fut à la fois la belle-fille, la fille adoptive et la belle-sœur de Napoléon et qui fut, vous le savez tous, si proche de lui. Par la suite, le jeune prince Louis-Napoléon va prolonger et approfondir cette lecture avec son précepteur, Philippe le Bas, et solitairement. Au travers d'un plan chronologico-thématique, cette communication que je vous propose aujourd'hui entend d'abord revenir sur la façon dont Louis-Napoléon va recevoir cette œuvre et se l'approprier au cours de la décennie formatrice qui va faire de lui un adulte. Cette communication se propose ensuite de souligner l'influence du mémorial, cette influence qu'il exerce sur la réflexion de l'homme désormais, sur ses propres écrits et sur son action, une fois qu'il devient président de la République et empereur des Français à la suite de son oncle. Enfin, en contrepoint, et ça sera, je crois, beaucoup plus original, cette communication entend vous montrer toutes les limites de cette influence. Alors ce sujet est important, et pourtant il est très peu abordé par l'historiographie. Toutes les biographies consacrées à Napoléon III considèrent cette influence du mémorial comme une évidence, et ne prennent pas la peine de la discuter, et je bats ici moi-même ma culpa. Les travaux sur le bonapartisme de Frédéric Bluch, et plus encore ceux de Francis Choisel, nous fournissent ici quelques très précieuses indications, comme également un article ancien, il date de 1909, de Philippe Gonard, mais aucun d'eux n'aborde la question de front. Il faut donc rouvrir le dossier quasiment à nouveau frais. C'est ce que je vais essayer de le faire en tenant le temps, 20 minutes, et en repartant des sources, principalement les écrits du fort privé de Napoléon III et ses publications. Et je tiens par ailleurs à remercier Christina Egli, conservatrice à Arenenberg, ainsi que Charles Éloi Vial, l'organisateur de notre colloque, qui m'ont aidé à repérer les exemplaires du mémorial ayant appartenu à Napoléon III. Alors, premier temps, donc, la lecture par Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, de l'œuvre. En apprenant la mort de Napoléon, la nouvelle est parvenue à Arenenberg en juillet 1821, vous savez que l'empereur est mort en mai, Louis-Napoléon a beaucoup pleuré, nous dit sa mère. Il garde un souvenir lointain de son oncle, il avait 7 ans lorsqu'il l'a vu pour la dernière fois, à la veille de la campagne de Belgique et de la bataille de Waterloo, en juin 1815, et reconnaît, je le cite, « J'étais si jeune qu'il n'y a presque que mon cœur seul qui m'en fasse souvenir. » C'est un souvenir d'ailleurs qui est très héroïsé, je le cite à nouveau, « Quand je fais mal, si je pense à ce grand homme, et il souligne dans sa lettre grand homme, il me semble sentir en moi son ombre qui me dit de me rendre digne du nom de Napoléon. » En fait, jusqu'à la lecture du mémorial, il tire toute sa connaissance de l'œuvre de son oncle, de Thiers, extrêmement favorable. Sa mère, tout d'abord, qui a de longues conversations avec lui sur le consulat et l'Empire et qui a écrit ses mémoires entre 1816 et 1820 afin en partie d'édifier son jeune fils sur l'œuvre napoléonienne qu'elle magnifie. Son oncle Eugène de Beauharnais, ensuite vice-roi d'Italie, auquel le garçon voue une profonde admiration et qui exerce également sur lui une très très grande influence. Sa grand-mère, Madame Mère, lorsqu'il lui rend visite à Rome, les généraux Bertrand et Gourgaud, compagnons de captivité de l'empereur, qui vont séjourner l'un et l'autre à Arenenberg, ou encore le commandant Parquin, vétéran de la Grande Armée, qui vit sur place et qui partage de longs moments avec le jeune prince, au cours desquels il lui retrace l'épopée napoléonienne. Enfin, si le précepteur du jeune prince depuis 1820, Philippe le Bas, est le fils d'un conventionnel ami de Robespierre, guillotiné avec lui le 10 Thermidor en 10, et s'il est lui-même républicain, il a combattu dans sa prime jeunesse dans l'armée impériale. Et il a partagé avec les partisans de l'empereur le chagrin occasionné
par la restauration des Bourbons. Tous dressent un portrait louangeur du grand homme qui contraste avec l'image que lui donne son propre père, neurasthénique, Louis Bonaparte, l'ancien roi de Hollande. Et lorsque Louis-Napoléon découvre le mémorial, il y lit que son père est, je cite Napoléon, enfin je cite Lascaz et Napoléon, un enfant gâté par la lecture de Jean-Jacques, entendez par là Jean-Jacques Rousseau. Tout en étant critique sur certains points du mémorial, et Charles Éloi nous l'a rappelé tout à l'heure, Hortense lit donc l'ouvrage avec son fils et le conçoit en quelque sorte comme un miroir du prince, comme on le faisait à l'époque moderne, à son attention. Et le garçon va en apprendre très vite des passages entiers par cœur et en faire, le mot a été utilisé tout à l'heure, je crois, là encore par Charles Éloi, son bréviaire. On sait ce qu'il faut penser de l'édition de 1823, et je pense que cela a déjà été abordé dans les sessions d'hier et de ce matin, auxquelles je n'ai malheureusement pas pu assister. Dans l'ouvrage touffu, disparate, et dont certains passages peuvent même apparaître assez contradictoires, Louis-Napoléon retrouve cependant l'essentiel de ce que lui ont déjà dit de Napoléon et de son œuvre ses aînés, et en particulier sa mère, même si l'intérêt porté au peuple et aux ouvriers est moins apparent sous la plume de Lascaz que dans le discours d'Hortense de Beauharnais. C'est un fait. Alors nous n'avons malheureusement plus la trace de l'exemplaire lu par Louis-Napoléon et par sa mère, pas plus que nous n'avons trace d'autres exemplaires des premières éditions à Arenenberg et dans les autres résidences successives de Louis-Napoléon, Napoléon III. Vous le savez, les palais de Saint-Cloud et des Tuileries, où ils se trouvaient peut-être, ont été détruits, le premier en 1870, le second en 1871. Des exemplaires de l'édition de 1840 se trouvent dans les bibliothèques du château de Fontainebleau et dans celles des invités du château de Compiègne, mais nous savons par le registre d'emprunt qu'a consulté pour moi Charles Éloi que Louis-Napoléon n'a pas emprunté ce second volume. L'exemplaire de l'édition de 1842, celui que je vous évoquais, de la Malmaison, est le seul dont nous avons la certitude qu'il a appartenu au prince, mais il n'est pas plus à noter que les deux précédents. En revanche, nous savons par la correspondance de Louis-Napoléon qu'il a pris des notes sur le mémorial. Malheureusement, elles aussi sont aujourd'hui introuvables. Peut-être que quelqu'un dans la salle les trouvera pour nous. Comme il l'écrit d'ailleurs à son père en juin 1832, il prépare, je cite ici une lettre, un florilège de tous les passages les plus intéressants du mémorial à destination du grand public. Son travail est achevé en fin d'année 1832 et il demande alors à Lascaz l'autorisation de le publier. Nous n'avons pas la réponse du mémorialiste, mais comme Louis-Napoléon ne publie finalement pas le recueil, il y a fort à parier que l'autorisation lui a été refusée par Lascaz. Il ne semble pas y renoncer définitivement au cours des années suivantes. Et si l'ouvrage n'est finalement jamais publié, le travail qu'il a fourni à cette occasion n'est cependant pas perdu. Il a en effet servi au prince à affiner sa pensée politique et il lui permet de rédiger certains de ses ouvrages clés des années 1832-1840. C'est ce qu'il nous faut examiner dans un deuxième temps. Alors, l'inspiration dans l'œuvre écrite et dans les réalisations du président de la République et de l'empereur. Le bonapartisme, dont Louis-Napoléon est le véritable créateur, va prendre corps dans ses écrits des années 1832-1840 et porte irréfutablement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, trace de sa lecture du mémorial, en particulier dans ses 4 principaux écrits politiques de cette période. Rêverie politique, préparée et publiée au moment même où il achève le florilège dont je vous parlais tout à l'heure, le florilège sur le mémorial. Deuxième livre, Des idées napoléoniennes, qui date de 1839 et qui est son livre politique le plus volumineux et indiscutablement le plus abouti. L'idée napoléonienne, une petite brochure éditée en vue de son coup d'État de Boulogne en 1840, et Aux mânes de l'empereur, qu'il rédige quelques mois plus tard, après son échec et son enfermement au fort de Ham, alors que les cendres de l'empereur sont de retour de Sainte-Hélène à Paris. Napoléon, et je cite Louis-Napoléon Bonaparte, le messie des idées nouvelles. C'est ce qu'il écrit dans Des idées napoléoniennes. Il ajoute « L'idée napoléonienne
a jailli du tombeau de Sainte-Hélène, de même que la morale de l'Évangile s'est élevée triomphante malgré le supplice du calvaire. Et il qualifie même dans Oman à l'empereur le mémorial, je cite, d'évangile. Dans ces 4 écrits, comme dans les articles qu'il publie ensuite dans la presse lors de son enfermement à Ham, il lui arrive de citer nominalement le mémorial. Mais le plus souvent, il emprunte ici certains passages sans citer directement l'ouvrage ou reproduit la pensée et l'action de son oncle telles qu'il les y a lues, celles que Napoléon et Lascaz ont voulu léguer à la postérité. Dans ses écrits, Louis-Napoléon prend le mémorial au pied de la lettre et fait de son oncle le plus grand défenseur des principes de 1789, l'homme providentiel qui a su consolider l'héritage de la Révolution et clore celle-ci, le réconciliateur des mémoires, celle d'avant 1789 et celle d'après. Et ici, je le cite, « le médiateur entre 2 siècles et demi, tel fut mon oncle ». Mais il est également pour Louis-Napoléon le défenseur de l'unité nationale et le réalisateur du rôle messianique de la France. Dans l'œuvre intérieure, il crédite son oncle d'avoir imposé la prééminence du pouvoir exécutif sur le Parlement, tout en cherchant à concilier 2 mots qui reviennent très souvent sous sa plume, l'ordre et la liberté, 2 mots qui sont aussi très fréquents dans le mémorial. Il le crédite aussi d'avoir essayé de s'appuyer sur les élites de toutes les origines en essayant de les fusionner. La fusion est très présente dans le mémorial, elle est très présente également dans les écrits de Louis-Napoléon. Il le crédite d'avoir donné à la France à la fois une administration efficace et les fameuses masses de granit destinées à stabiliser enfin la société française. À l'extérieur, il lui tresse des louanges pour avoir posé les principes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que Napoléon n'aurait pas manqué, dit-il, de faire triompher, si le temps le lui avait permis, s'il n'avait pas été trahi et si le Congrès de Vienne n'avait pas pris le contre-pied de son œuvre en créant, je cite Louis-Napoléon Bonaparte, une prison des peuples. Il félicite également son oncle d'avoir cherché à bâtir une Europe fédérée et pacifiée autour de la France pour le plus grand bonheur des peuples, à commencer par le peuple français. Il l'encense pour avoir cherché à faire de Paris la capitale de l'univers. Outre ces grands principes et ces projets plus ou moins aboutis, Louis-Napoléon retient aussi de la lecture du mémorial que l'empereur tenait un grand compte de la versatilité humaine, mais aussi de l'opinion publique, au point de se rendre sous un déguisement dans les rues de Paris pour connaître la situation et l'esprit des ouvriers, et au point également de regretter de n'avoir pas pu sillonner la France pour mieux comprendre la connaissance des aspirations des Français, puisqu'il était constamment pris par ces campagnes militaires. Mais il crédite aussi Napoléon d'avoir été un homme d'État qui a été capable parfois, occasionnellement, d'aller à l'encontre de l'opinion majoritaire pour satisfaire l'intérêt général de la nation. Il n'y a pas jusqu'au regret de Napoléon dans le mémorial qui n'éveille chez son neveu un grand intérêt, celui, par exemple, je cite, et je vais peut-être ici vous étonner, que l'Angleterre et la France, qui tenaient dans leurs mains le sort de l'univers, celui surtout de la civilisation européenne, n'aient pas réussi à s'entendre pour le bien commun. Notons d'ailleurs, et enfin, que le mémorial est une magistrale leçon d'histoire dont certaines réflexions s'enracinent dans plusieurs siècles, et Napoléon lâche au détour d'une conversation avec Lascaz que son plaisir serait de se faire désormais historien. Nul doute que cette confidence n'a pas laissé Louis-Napoléon indifférent, lui qui ne cesse d'écrire sur l'histoire du début des années 1830 jusqu'à sa mort, avec en point d'orgue, bien sûr, son histoire de Jules César. Plus largement, il va chercher à appliquer toutes ces idées et tous ces principes une fois parvenu lui-même au pouvoir. Dès la campagne présidentielle de 1848, il publie un manifeste qui en appelle à l'unité nationale et renouvelle cet appel dans son discours du 20 décembre 1948, une fois qu'il est élu. Sous sa présidence, alors que ses prérogatives sont limitées par la Constitution, il réalise le souhait inabouti de son oncle de voyager à travers la France pour prendre le pouls de la population, pratique qu'il poursuit lors de son grand tour de l'été 1852 qui précède le rétablissement de l'Empire,
puis tout au long de son règne de 1852 à 1870. Sa constitution du 14 janvier 1852 s'inspire ouvertement de celle de l'an 8 et lui-même annonce vouloir mettre ses pas dans ceux de son oncle, comme il le reconnaît dans le préambule, je le cite, « Tout ce qui a été organisé depuis la Révolution et qui existe encore aujourd'hui l'a été par Napoléon. » Devenu empereur, il achève de transformer Paris, qui n'hésite pas à sillonner quelquefois sous l'incognito pour mieux saisir les aspirations des Parisiens, et voilà pourquoi je vous évoquais tout à l'heure le passage correspondant du mémorial. Il suit aussi le conseil de son oncle de se rapprocher de l'Angleterre, l'ennemi d'hier, pour en faire son plus sûr allié, en se faisant d'abord représenter aux obsèques du duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon à Waterloo, en se rendant ensuite officiellement en visite à Londres et en accueillant la reine Victoria à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1855, en engageant également la France aux côtés du Royaume-Uni dans la guerre de Crimée et dans les expéditions de Chine, de Syrie et du Mexique. Quant à la politique des nationalités, Napoléon III, vous le savez, en est le véritable réalisateur avec le Congrès de Paris de 1856, qui efface l'humiliation du Congrès de Vienne, 41 ans plus tôt, et permet de poser les questions de l'unité italienne, ainsi que de l'autonomie de la Serbie, du Monténégro, de la Moldavie, de la Valachie, qui seront bientôt réunis sous son égide pour former la Roumanie. Il n'est pas jusqu'au couronnement inévitable de l'édifice par la liberté, une fois que le temps l'aura consolidé, et jusqu'à l'empire libéral des années 1860, qui ne soit des échos de la vision que Napoléon et Lascaz donnent dans le mémorial du libéralisme, de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire et des 100 jours. Cependant, Louis-Napoléon III ne retient de l'œuvre de son oncle que ce qu'il veut bien y lire. Il n'en applique que ce qui l'arrange. Il n'est ni dupe du contenu de l'édition originale, ni des amendements des autres éditions. Et cela m'amène à mon troisième et dernier point, un pragmatisme avant tout. Comme Napoléon était pragmatique, Louis-Napoléon III est un très grand pragmatique. L'adolescent qui a pu prendre pour argent comptant ce que lui disaient les adultes qui l'entouraient ou qui a pu prendre pour argent comptant la lecture du mémorial a rapidement mûri. Il a beaucoup lu d'autres ouvrages sur la période consulaire et impériale. La découverte de l'Europe et du monde et le nouveau contexte de l'industrialisation, de la question ouvrière et bientôt le suffrage universel l'ont également fait évoluer. Il affirme très tôt son pragmatisme. Déjà en 1832, dans ses rêveries politiques, il dénonce, je le cite, « l'esprit de doctrine qui détruit tout germe vital ». Entendons par là l'esprit figé qui empêche tout élan créateur, toute possibilité de faire évoluer positivement la société. 7 ans plus tard, dans la préface de ses idées napoléoniennes, il précise bien qu'il est, je cite, « l'ennemi de toute théorie absolue et de toute dépendance morale ». Il souligne que sa voix est libre comme l'est sa pensée et qu'il aime avant tout sa liberté, même s'il annonce dans le même paragraphe vouloir défendre la mémoire de son oncle, rechercher la pensée qui a présidé à ses hautes conceptions, rappeler ses vastes projets, exposer des idées qui sont sous l'égide, je le cite, du plus grand génie des temps modernes. Je n'ai pas la prétention si commune de nos jours, écrit-il encore dans le préambule de la Constitution de 1852, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. La formule est bien sûr très importante. Dans des idées napoléoniennes, il souligne d'ailleurs que la route suivie par la civilisation est marquée par les grands hommes qui en sont comme les bornes miliaires, chacun à un degré supérieur qui nous rapproche du but. Et l'on va, dit-il, d'Alexandre à César, de César à Constantin, de Constantin à Charlemagne et de Charlemagne à Napoléon. Mais, notez-le au passage, Napoléon n'est dans son esprit que la dernière en date des bornes miliaires. Après lui, il appartiendra à d'autres grands hommes, et Louis-Napoléon pense déjà évidemment à lui-même, de mener la civilisation encore plus loin sur la route du progrès. Il s'appuie d'ailleurs sur les paroles empreintes de pragmatisme de son oncle à Sainte-Hélène. Il les rappelle dans des idées napoléoniennes pour faire du bonapartisme une synthèse concrète et évolutive qui doit certes s'appuyer sur le passé, mais aussi saisir le présent pour pouvoir projeter le pays vers
l'avenir. Je vous cite, la citation est très célèbre, peut-être la plus célèbre de Louis-Napoléon Bonaparte. « Marchez à la tête des idées de votre siècle, ces idées vous suivent et vous soutiennent. Marchez à leur suite, elles vous entraînent. Marchez contre elles, elles vous renversent. » La citation est de 1841. Vous voyez donc que Louis-Napoléon est disposé à puiser son inspiration à beaucoup d'autres sources qu'au seul mémorial et dans l'héritage de la pensée et l'œuvre de son oncle. Tel est particulièrement le cas dans le domaine économique et social. Il pense différemment de son oncle. Napoléon, en effet, demeurait un homme du mercantilisme et de la pensée du XVIIIe siècle. Napoléon, c'est un homme des Lumières. Napoléon dénonçait dans le mémorial le traité de commerce avec l'Angleterre de 1783 et défendait bien évidemment son œuvre, le blocus continental, mais il s'en remettait aussi principalement pour résoudre la misère aux pratiques charitables de l'Ancien Régime. Louis-Napoléon, au contraire, est un homme de son temps. Il est fortement influencé par l'économie politique et par les socialismes, et en particulier le saint-simonisme. Ces trois principaux ouvrages en matière économique et sociale, qui sont tous publiés dans les années 1840, Analyse de la question des sucres, Extinction du paupérisme et Canal of Nicaragua, ne doivent quasiment rien aux idées de Napoléon et n'évoquent même pas le mémorial. J'ai vérifié, à aucun moment le mémorial n'est cité dans les trois ouvrages. La révolution du crédit et celle des transports qu'il lance après son coup d'État, mais aussi le grand élan international de libéralisation des échanges qu'il donne à la suite du traité signé avec l'Angleterre en janvier 1860, ne doivent rien non plus au mémorial et à la pensée de son oncle. Ainsi, et pour conclure, Napoléon III, vous le voyez, a été un lecteur attentif du mémorial. Il a su être d'une grande fidélité à son esprit, tout en ne le copiant pas à la lettre, pas plus que la politique qui est décrite. En cela, il ne fait d'ailleurs que suivre le conseil de son oncle tiré du mémorial et qu'il rappelle dans des idées napoléoniennes de façon imagée. La citation est très belle, elle est un petit peu longue, je me permets de vous la donner. Dans les faits contemporains, comme dans les faits historiques, a dit Napoléon, on peut trouver des leçons, mais rarement des modèles. On ne saurait copier ce qui s'est fait parce que les imitations ne produisent pas toujours les ressemblances. En effet, copier dans ses détails, au lieu de copier dans son esprit un gouvernement passé, ce serait agir comme un général qui, se trouvant sur le même champ de bataille où vainquit Napoléon ou Frédéric, voudrait s'assurer le succès en répétant strictement les mêmes manœuvres. En lisant l'histoire des peuples comme l'histoire des batailles, il faut en tirer des principes généraux sans s'astreindre servilement à suivre pas à pas une trace qui n'est pas empreinte sur le sable, mais sur un terrain plus élevé, les intérêts de l'humanité. Et c'est d'ailleurs, mesdames et messieurs, le message fondamental que je viens de vous dire là, celui qu'il transmet à son propre fils, le prince impérial, dans son testament du 24 avril 1865. Alors, comme vous le savez, celui-ci n'aura pas l'occasion de le mettre en pratique. Quant à l'œuvre inspirée du mémorial de Sainte-Hélène, au moins pour le titre, le mémorial de Charlehurst, il n'a évidemment pas le succès de son illustre prédécesseur. Mais il mériterait une étude, à défaut d'un grand colloque comme celui qui nous réunit aujourd'hui, comme je l'avais suggéré après l'avoir fait ressurgir de l'ombre voilà 15 ans. Et c'est un appel du pied à mon cher Thierry et à la Fondation Napoléon, qui est tenu, par ses statuts, vous le savez, de respecter un certain devoir d'équilibre entre les deux empires. Je vous remercie.